Vous ouvrez les yeux, ou plutôt, vous tentez de les ouvrir, car la brume glaciale qui s'est installée durant la nuit a transformé l'air ambiant en une sorte de morsure invisible. Votre souffle, une petite volute de fumée éphémère, cesse, évapore aussitôt qu'il quitte vos lèvres gercées, rappelant que chaque expiration est un combat. Les draps, s'il y en a, sont humides et froids, loin de l'aile, étreinte chaleureuse d'un édredon moderne que l'on trouve aujourd'hui. Non, ici, c'est la réalité crue qui vous accueille, une réalité où le luxe d'une couverture sèche est une chimère, et où chaque mouvement est une protestation silencieuse de vos muscles engourdis. Vous sentez le poids de votre propre corps, lourd et réticent, comme si le gel avait déjà commencé son œuvre de pétrification, transformant votre chair en quelque chose de cassant. Vous vous extirpez de votre couche de fortune, et le plancher de bois brut, si tant est qu'il y en ait un, vous glace les pieds à travers vos chaussettes de laine fine, quand elles ne sont pas déjà trouées. Le bruit assourdi des premières charrettes sur le pavé gelé commence à percer le silence de l'aube. Un grincement métallique qui résonne avec la douleur sourde dans vos propres articulations. Une odeur âcre de fumée de bois humide, mêlée à celle, plus insistante, de la pourriture et des déjections animales, vous saisit les narines. C'est le parfum entêtant de la survie, une symphonie olfactive qui vous enveloppe dès que vous franchissez le seuil, bien différente des effluves de café fraîchement moulu ou de croissants chauds qui, peut-être, vous chatouillent le nez lors d'un réveil paisible. Ici, chaque inhalation est un rappel de la âpreté du monde. Le pas lourd, vous vous dirigez vers la place du marché, là où la vie, même dans sa forme la plus rudimentaire, persiste. Le brouhaha monte progressivement, un mélange de cris rauques des marchands, de tintements de pièces de cuivre, et d'un murmure incessant de conversations étouffées par le froid. Les étals, bien moins garnis que les supermarchés opulents de notre époque, exposent quelques maigres provisions, des légumes terreux, noircis par le gel, quelques morceaux de viande douteuse, et surtout, du pain. Ah, le pain! Vous voyez ces miches, dures comme des pierres, certaines presque givrées, et vous comprenez instantanément le poids, ce poids si particulier, d'un pain congelé dans une main désormais engourdie. Chaque achat est une transaction vitale, une danse macabre entre le besoin et la rareté, où la faim dicte ses lois implacables, bien loin des dilemmes futiles de savoir quelle marque de yaourt choisir. Observez les visages autour de vous, ils sont marqués, creusés par les rigueurs de l'existence. Des joues rougies par le vent glacial, des lèvres gercées, des yeux cernés qui trahissent des nuits courtes et agitées. Vous voyez des mères serrant leurs enfants contre elles, cherchant à partager la moindre parcelle de chaleur corporelle, une chaleur si précieuse qu'elle est devenue une monnaie d'échange silencieuse. Leurs vêtements, souvent rapiécés et usés jusqu'à la corde, offrent une protection dérisoire contre la morsure persistante du gel. C'est une galerie de portraits vivants, chacun racontant une histoire de résilience forcée, où le sourire est un luxe rare, et où la simple capacité à se tenir debout est déjà une victoire. Une victoire que l'on ne célébrerait probablement pas avec des likes ou des shares sur un réseau social. L'après-midi glisse lentement, la lumière du soleil pâle peinant à percer la chape de nuages bas et lourds. Le froid, lui, ne faiblit jamais, il s'insinue partout, implacable. Vous cherchez refuge dans l'une de ces tavernes sombres et enfumées, où l'odeur du vin aigre et de la sueur se mêle à celle de la sueur mouillée et des cheminées mal ramonées. C'est ici que vous entendez l'écho creux d'une toux si faible qu'elle annonçait déjà une capitulation plus profonde, plus glaciale, bien avant que le corps ne s'y résigne. Cette toux, elle résonne dans l'air épais. Un rappel lancinant de la fragilité de la vie, un bruit familier et terrifiant qui ponctue les conversations murmurées et les rires forcés, une mélodie funèbre qui contraste étrangement avec les mélodies entraînantes que l'on écoute aujourd'hui pour se détendre. Autour des tables de bois massif, noircies par des décennies de crasse et d'histoire, les visages se penchent. Les conversations sont un mélange de plaintes sur la cherté du pain, de murmures sur les dernières nouvelles de la guerre, toujours lointaines, toujours présentes, et de commérages plus sombres sur les voisins disparus. Le danger est palpable, une menace diffuse, qui plane sur chaque mot échangé, chaque regard furtif. Les soldats de Napoléon, ces hommes parfois si fiers, si portés par la gloire de l'empereur, sont évoqués avec un mélange de respect et de terreur, car on sait que leurs besoins sont grands, et que leurs passages peuvent être aussi dévastateurs qu'une tempête. C'est un peu comme lire les gros titres alarmistes des journaux sans pouvoir changer de chaîne, vous savez que le monde est en ébullition, mais vous êtes impuissant, juste un observateur silencieux de la grande danse du destin. Le crépuscule s'installe, apportant avec lui une obscurité plus dense, une chape de velours noir qui avale les dernières lueurs du jour. Les rues, déjà peu éclairées, deviennent des couloirs d'encre, où chaque ombre semble abriter un secret, une menace potentielle. Le froid se fait plus mordant encore, comme si la nuit lui donnait de nouvelles forces pour s'insinuer jusque dans vos os. Vous entendez le lointain aboiement d'un chien, le froissement d'un manteau, et vous serrez votre propre vêtement autour de vous, cherchant une protection illusoire.
La solitude est une compagne fidèle à cette heure, une solitude que l'on ne peut pas dissiper en envoyant un message instantané ou en passant un appel vidéo, mais une solitude profonde, existentielle, où chaque pas résonne comme un défi lancé à l'immensité silencieuse et glaciale qui vous entoure. Rentrez chez vous, ou dans ce qui vous sert de refuge, vous vous blottissez, cherchant en vain la moindre parcelle de chaleur. Le vent siffle à travers les interstices des fenêtres mal calfeutrées, portant avec lui le frisson constant du dehors. Vos pieds, mordus par le gel, ne font plus qu'un avec des bottes, qui vous semblent désormais être une extension de votre souffrance, une douleur sourde, lancinante, une compagne fidèle, qui vous rappellera à l'ordre à chaque instant. Ici, le véritable ennemi n'est pas toujours celui que l'on voit sur le champ de bataille, mais celui que l'on ressent au plus profond des eaux. Un froid rampant, insidieux, qui transforme la chair en matière cassante comme du verre, et la loyauté en fil ténu. C'est une lente et agonisante leçon sur la brutale mécanique de la survie, où la grande ambition se dilue, frisson après frisson, dans l'immensité glacée. Si cette plongée dans le passé vous a tenu éveillé, n'hésitez pas à l'apprécier, et si elle vous a mené doucement vers le sommeil, commentez l'heure où vous avez sombré. Alors que le vent glacial siffle à travers les interstices mal calfeutrés de votre refuge, portant avec lui le frisson constant du dehors, vous savez que cette morsure n'est qu'un prélude, une mélodie d'ouverture à la symphonie de souffrance que d'autres endurent. Le froid, ce véritable ennemi insidieux, ne se contente pas de vous mordre les pieds ou de vous gercer les lèvres, il s'insinue partout. Dans les mines sombres où l'air est lourd de poussière et de fatalité, dans les ateliers humides où les doigts s'engourdissent sur le métier, ou encore sur les quais gelés où l'attente est une épreuve de résilience. Votre propre inconfort n'est qu'un écho lointain de la lutte quotidienne de ces âmes, pour qui chaque aube est un nouveau défi, chaque mouvement une petite victoire arrachée aux griffes de l'hiver. Pensez aux mineurs, ces hommes et parfois ces enfants, qui descendent chaque matin dans les entrailles froides de la terre, là où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, une légende contée aux rares moments de répit. Vous les imaginez, vous glissant dans l'obscurité poisseuse, l'air chargé de poussière de charbon, qui pique les narines et râpe la gorge, une odeur âcre mêlée à celle de la terre humide et du soufre. Le chemin est étroit, glissant, et chaque pas résonne dans le silence oppressant, un silence brisé seulement par le goutte à goutte incessant de l'eau, qui s'infiltre à travers la roche, un bruit régulier, presque hypnotique, qui marque le temps. Le froid, ici, est différent. C'est un froid humide, pénétrant, qui ne cède jamais, même lorsque le corps échauffe à la tâche. Le pic s'abat lourdement, encore et encore, sur la veine de charbon, un son mat qui se répète à l'infini, rythmant la journée de ces ouvriers des profondeurs. Vous sentez la vibration remonter le long de votre bras, la douleur sourde dans vos épaules, le souffle court et saccadé, alors que vos poumons absorbent l'air vicié. La lumière vacillante de votre lampe à huile projette des ombres dansantes sur les parois rugueuses, transformant le monde en un tableau monochrome de gris et de noir, où chaque fissure semble abriter un danger. Les conversations sont rares, murmurées, car la concentration est vitale, et énergie, une ressource précieuse qu'il faut économiser. Et puis il y a la pause. Un bref instant arraché à l'obscurité, où vous vous asseyez sur un bloc de charbon froid et dur, vos mains noircies tenant un morceau de pain rassis, parfois accompagné d'un peu de lard salé. Un luxe rare. Vous entendez les mâchoires qui travaillent lentement, le silence pesant des hommes épuisés, leurs yeux cernés à peine visibles sous la suie. Le goût du pain est fade, terreux, mais il apporte une brève sensation de satiété. Un répit temporaire avant de reprendre la danse macabre avec la roche. C'est dans ces moments que la réalité du froid rampant, de la loyauté tenue par un fil ténu, se manifeste avec une clarté brutale. Une leçon silencieuse de survie. À quelques kilomètres de là, dans les ateliers humides et mal chauffés, vous trouvez les fileuses, leurs doigts agiles et engourdis faisant danser la laine et le lin sur les rouets. Le bourdonnement incessant des machines, ou le grincement régulier des rouets manuels, crée une mélodie monotone qui accompagne la danse mécanique des doigts. L'air est chargé de fines particules de fibres. Une poussière invisible, qui irrite la gorge et les poumons, se déposant comme une neige éternelle sur les cheveux et les vêtements. Le froid s'insinue par les fenêtres mal jointes, mordant les chevilles et les poignets, transformant chaque filage en un défi de persévérance. Vous observez leurs visages, jeunes et vieux, marqués par la concentration et la fatigue, leurs yeux rougis par l'effort constant de suivre le fil ténu qui s'allonge à l'infini. Leurs mains, autrefois douces, sont devenues rêches, abîmées par le contact incessant avec les fibres brutes et le mouvement répétitif. Une jeune fille, à peine plus qu'une enfant, se penche sur son rouet, ses petites épaules tremblant légèrement sous l'effort, son souffle court. Elle rêve peut-être d'un morceau de pain chaud, d'une nuit de sommeil sans le froid mordant, des petites ambitions qui se diluent, frisson après frisson, dans l'immensité glacée de la réalité. Le repas de midi est une affaire rapide, souvent un quignon de pain sec, peut-être une pomme de terre froide, mangée à même le poste de travail, les doigts toujours tachés et endoloris.
Il n'y a pas de répit pour le corps, pas de véritable pause pour l'esprit. La machine tourne, et les mains doivent suivre, sans relâche, sans question. Le bruit des fuseaux qui tournent, le frottement des fibres, tout cela compose une symphonie de la monotonie, une bande-son de la survie qui pénètre l'âme, transformant le temps en une longue et interminable séquence de gestes répétés, une chorégraphie de l'épuisement. Pendant ce temps bien avant l'aube, alors que vous êtes encore blotti dans votre couche de fortune, les boulangers, eux, ont déjà les mains plongées dans la pâte froide. Le contraste est saisissant. La chaleur ardente du four, un véritable soleil miniature au cœur de la nuit glaciale, et le froid mordant de la pierre du sol qui vous glace les pieds à travers vos bottes usées. L'odeur de la levure, de la farine et du bois brûlé emplit l'air, une fragrance réconfortante qui promet un peu de chaleur et de subsistance dans ce monde hostile. Mais pour eux, ce parfum est avant tout l'odeur du labeur, un rappel constant de leur tâche. Le pétrissage est un combat, un corps à corps, avec cette masse élastique et réticente. Vous sentez la force nécessaire dans vos bras, la tension dans votre dos, le souffle qui s'accélère alors que vous malaxez, tournez, frappez la pâte encore et encore. La farine vole, se dépose sur vos cheveux, vos sourcils, transformant votre visage en un masque blafard, presque fantomatique. C'est un travail qui exige une endurance physique à toute épreuve, une danse répétitive, où chaque mouvement compte, chaque geste est précis, car le pain, ce poids si particulier, est la vie même pour tant de bouches affamées. Les fournées se succèdent, les pelles en bois glissent dans la gueule béante du four, enfournant et défournant des miches dorées, lourdes et chaudes. La chaleur irradie, brûlant vos joues, mais le froid extérieur est toujours là, attendant, prêt à s'insinuer dès que vous vous éloignez du foyer. Les mains sont rougies, parfois cloquées, mais le travail ne s'arrête pas. Une pause, peut-être un rapide verre d'eau, un morceau de pain frais, croquant, mangé debout, les yeux rivés sur la prochaine étape, le regard fatigué, mais déterminé. C'est une mélodie de gestes ancestraux, un chant silencieux de la persévérance. Sur les rives balayées par le vent, les pêcheurs bravent les eaux glaciales, leurs visages burinés par le sel et le froid. Le parfum âcre de l'océan, mêlé à celui du poisson et des algues, vous saisit les narines, un rappel constant de l'aile, élément impitoyable qu'ils affrontent chaque jour. Le tangage incessant de la barque, le clapotis des vagues contre la coque, le cri des mouettes, tout cela compose une cacophonie marine qui résonne avec la douleur sourde dans vos propres articulations, engourdies par l'humidité et le gel. Chaque sortie est un pari, une confrontation directe avec l'immensité glacée. Vous les voyez jeter leurs filets, un geste lourd et répétitif, leurs muscles tendus sous les vêtements mouillés et rapiécés. Les mains, rougies et craquelées par l'eau salée et le froid, travaillent sans relâche, tirant sur les cordes glissantes, démêlant les mailles. Chaque mouvement une protestation silencieuse de leurs corps épuisés. Le vent siffle à travers les gréements, mordant la peau exposée, s'insinuant jusque dans les os, transformant la chair en matière cassante comme du verre. Le danger est partout, une vague scélérate, un filet qui se prend, une tempête soudaine. Les pauses sont rares et brèves, juste le temps de partager un peu de pain sec et un peu d'eau de vie, pour tenter de réchauffer l'estomac, assis sur un banc de bois humide, les yeux rivés sur l'horizon incertain. L'odeur du poisson fraîchement pêché, mélange de mer et de sang, est une promesse de survie, mais aussi un rappel de la brutalité du cycle de la vie. Les discussions sont courtes, empreintes de la sagesse des marins, le temps qu'il fera, la rareté du poisson, les dangers de la mer. C'est une leçon lente et agonisante sur la mécanique de la survie, où l'ambition de gloire se dilue dans l'immensité glacée. Puis, il y a les ramoneurs, souvent de jeunes garçons agiles et menus, leurs visages noircis par la suie, leurs poumons déjà fragilisés par l'air chargé de particules de carbone. Vous les imaginez, vous hissant sur les toits gelés, le vent glacial fouettant votre visage, l'odeur âcre de la suie montant de la cheminée, le bruit des brosses raclant la pierre, le frottement incessant contre les parois, créent une cacophonie unique, un chant sombre qui résonne dans les entrailles des maisons, annonçant leur passage. C'est une profession dangereuse, où chaque ascension est un risque, chaque descente une victoire. Le froid s'insinue par les ouvertures, mordant les doigts et les orteils, transformant la peau en une matière craquelée. Le corps est contorsionné, forcé dans des espaces étroits et sombres, où la claustrophobie est une compagne constante. La poussière de suie pénètre partout, dans les yeux, la bouche, les narines, provoquant une toux persistante, une toux si faible, qu'elle annonçait déjà une capitulation plus profonde, plus glaciale, bien avant que le corps ne s'y résigne. C'est une vie courte, souvent interrompue par la maladie ou les accidents, où la petite ambition de gagner quelques sous pour la famille se dilue, frisson après frisson, dans l'immensité glacée. Les pauses sont presque inexistantes, juste le temps de reprendre son souffle, de s'essuyer le front avec une main gantée de suie, avant de s'engager dans la prochaine cheminée.
Le pain rassis, parfois grignoté furtivement, offre une maigre subsistance. La vue de ces silhouettes sombres, se déplaçant avec agilité sur les toits enneigés, est une image poignante de la survie, une danse silencieuse contre l'oubli. Leur travail, si essentiel pour les foyers, est souvent ignoré, voire méprisé, un rappel brutal de la place de chacun dans cette société, où la chaleur est un luxe et la propreté un privilège. Sur les routes boueuses et gelées, les charretiers, ces hommes robustes et silencieux, guident leurs attelages lourdement chargés. Le claquement régulier des sabots sur le pavé gelé, le grincement des roues de bois sur les ornières, le souffle vaporeux des chevaux dans l'air froid, tout cela compose une mélodie du voyage, une symphonie de l'effort. L'odeur du fumier, de la sueur des chevaux et du bois mouillé, vous saisit les narines. Un parfum âpre, qui raconte l'histoire des kilomètres parcourus et des fardeaux transportés. Chaque chaos, chaque secousse est ressentie dans tout le corps. Vous les voyez, vous, agrippés aux rênes, leurs mains gantées de cuir usé, leurs visages rougis par le vent cinglant et le froid persistant. Les conversations sont rares, souvent limitées à quelques mots échangés avec les animaux, des encouragements murmurés dans le silence des campagnes. Le pain rassis, mangé en chemin, est le seul réconfort, accompagné d'une gorgée d'eau ou d'un peu de vin aigre. C'est un travail solitaire, où la compagnie des bêtes est souvent la seule distraction, et où la menace des brigands ou des routes impraticables est une ombre constante, un danger réel qui plane sur chaque voyage. Les pauses, lorsque l'occasion se présente, sont brèves, souvent à l'entrée d'une auberge enfumée où l'on partage un verre, un peu de chaleur humaine avant de reprendre la route. Le poids du chargement, la fatigue des chevaux, le froid qui s'insinue partout, tout cela pèse sur les épaules, transforme la loyauté en fil ténu, et la grande ambition en un simple désir d'arriver à bon port. C'est une lente et agonisante leçon sur la brutale mécanique de la survie, où l'immensité glacée des routes semble avaler les rêves et les espoirs, frisson après frisson. Enfin, dans les usines naissantes, bruyantes et souvent insalubres, vous trouvez les ouvrières, des femmes et des jeunes filles, leurs corps courbés sur les métiers à tisser, ou les machines qui vrombissent sans relâche. Le vacarme assourdissant des mécanismes, le cliquetis incessant des engrenages, le sifflement de la vapeur, tout cela crée une cacophonie industrielle qui vous vrille les tympans, un bruit qui pénètre l'âme, et ne vous quitte jamais. L'air est lourd de poussière, d'humidité et d'une odeur métallique, un mélange entêtant, qui irrite les voies respiratoires et pique les yeux. Leurs mains, fines et agiles, mais souvent abîmées, exécutent les mêmes gestes répétitifs, encore et encore, à une cadence infernale imposée par la machine. Vous sentez la fatigue s'installer, la douleur sourde dans les poignets, le dos qui se courbe sous l'effort constant. Le froid glacial des hangars mal isolés s'insinue partout, mordant les doigts, engourdissant les membres, transformant la chair en matière cassante comme du verre. Une jeune femme, le visage pâle et les yeux cernés, lutte pour maintenir la cadence, ses pensées perdues dans le rythme mécanique, ses petites ambitions se diluant. Les pauses sont un luxe rare, souvent juste le temps d'avaler un morceau de pain noir, un peu d'eau, accroupi entre les machines, le bruit incessant pour seule compagnie. Il n'y a pas de répit pour le corps, pas de véritable pause pour l'esprit. La surveillance constante des contremaîtres, la peur de l'amende ou du renvoi, tout cela ajoute une couche de pression à un quotidien déjà brutal. C'est une lente et agonisante leçon sur la brutale mécanique de la survie, où l'immensité glacée du monde industriel semble avaler les individualités, frisson après frisson, transformant les vies en rouages silencieux. Le monde que vous habitez, ce monde de brume glaciale et de survie âpre, est aussi un théâtre où le danger rôde à chaque coin de rue, parfois visible, souvent insidieux. Au-delà des morsures du gel et de la faim lancinante, une autre menace plane, celle des accidents, de ces faux pas qui, en un instant, peuvent transformer une vie en une tragédie silencieuse. Vous imaginez les charpentes instables des chantiers, des échafaudages de fortune qui défient les lois de la gravité avec une audace presque suicidaire, où un seul glissement sur une planche verglacée suffit à précipiter un homme vers une fin brutale, ses cris étouffés par le fracas du bois et de la pierre. C'est une danse macabre avec le vide, bien plus terrifiante que n'importe quelle chute simulée dans un parc d'attractions moderne. Pensez aux mineurs, ces ombres humaines qui s'enfoncent toujours plus profondément dans les entrailles de la terre, là où l'air est lourd de poussière et de fatalité. Vous les imaginez, vous, courbés, le dos brisé, le pic s'abattant encore et encore sur la roche dure, tandis que le plafond parfois crie sa lassitude par un craquement sinistre. Une chute de pierre, une galerie qui s'effondre, et voilà qu'un corps est enseveli, écrasé, transformé en une partie intégrante de la mine, une offrande silencieuse aux ténèbres. Et puis, il y a les gaz, ces souffles invisibles et mortels, le grisou qui s'accumule, une respiration retenue qui explose à la moindre étincelle, emportant tout sur son passage dans un brasier infernal, laissant derrière lui une puanteur de soufre et de chair brûlée. C'est une mort rapide, certes, mais précédée d'une terreur que les films d'horreur les plus élaborés peinent à reproduire. Dans les fabriques naissantes, où le vacarme des machines résonne comme un tambour infernal,
d'autres dangers vous guettent. Vous voyez ces engrenages géants, ces courroies qui tournent avec une force implacable, des mâchoires métalliques prêtes à broyer tout ce qui s'approche d'un peu trop près. Un vêtement qui se prend, une main qui glisse par fatigue ou inattention, et c'est un membre arraché, une vie mutilée en un instant, transformée à jamais par l'impitoyable logique de la production. Les brûlures ne sont pas rares non plus, l'eau bouillante des chaudières, les métaux incandescents qui échappent, laissant sur la peau des stigmates indélébiles, des souvenirs douloureux d'une rencontre trop intime avec la fureur du fer et du feu. C'est le prix du progrès, murmure-t-on, un prix payé en chair et en os, bien plus tangible que les points de fidélité d'un supermarché. Les docks, balayés par le vent glacial, sont un autre théâtre de l'absurdité du danger. Vous observez les dockers, ces hommes aux muscles saillants, mais au corps usé, qui manipulent des charges colossales, des barils, des caisses, des ballots, hissés par des grues de bois qui gémissent sous le poids. Une corde qui cède, un mauvais mouvement, et des tonnes de marchandises écrasent, transformant un homme en une tache indistincte sur le pavé humide, sa vie éteignant sans un cri, noyé dans le bruit assourdissant de la catastrophe. Les chutes dans l'eau glacée du port sont monnaie courante, un plongeon dans l'oubli, où le froid saisit les poumons avant même que le corps ne puisse lutter, une noyade silencieuse, où le poids des vêtements mouillés, est un fardeau bien plus lourd que n'importe quelle peine de cœur. Et que dire des artisans, des teinturiers qui manipulent des produits chimiques sans la moindre protection, leurs mains et leurs vêtements imprégnés de substances corrosives, leurs poumons respirant des vapeurs toxiques qui rongent lentement l'intérieur. Les potiers, exposés à la poussière de silice, voient leurs poumons durcir, se transformer en pierre, une lente suffocation qui les emporte bien avant l'heure. Les chapeliers, eux, sont victimes du mercure, ce métal lourd et fascinant qui, en les rendant fous, leur offre une ultime danse macabre avant de les conduire à l'anéantissement. C'est une ironie cruelle, n'est-ce pas, que ces métiers si essentiels à la société soient aussi les bourreaux silencieux de ceux qui les exercent. Une sorte de sacrifice quotidien, que l'on ne commémore jamais sur les réseaux sociaux. Au-delà des dangers visibles, une menace plus insidieuse encore vous guette, celle qui se niche dans votre assiette, dans votre verre, dans le pain que vous tenez, si lourd et si froid. Le pain, ce pilier de l'alimentation, était souvent une toile de fond pour des expériences culinaires inattendues. Imaginez-vous croquant dans votre miche, et découvrant, au lieu de la mie moelleuse, une texture étrange, granuleuse. C'est peut-être de la craie, de la sciure de bois, de l'alun pour blanchir la pâte, ou même de la terre, ajoutée pour augmenter le poids et le volume, transformant ce qui devait être une source de vie en un lent poison. Un régime riche en fibres et en minéraux, disait-on avec un rire jaune, un apport nutritionnel que les diététiciens modernes auraient du mal à recommander. Le lait, ce breuvage si innocent en apparence, échappait pas non plus à la créativité des fraudeurs. Vous le voyez, ce liquide blanc, si prometteur, qui pourrait bien être qu'une illusion diluée. De l'eau, bien sûr, mais aussi de la craie pour lui donner de la couleur, de la cervelle animale pour épaissir la texture, ou du plâtre de Paris pour simuler la richesse de la crème. Chaque gorgée est une loterie, une aventure gustative où le goût de la vache se mêle à des saveurs bien plus minérales. C'est un peu comme commander un café latte et recevoir un mélange d'eau de vaisselle et de peinture blanche, mais sans l'option de se plaindre au service client. Votre bière, cette pinte que vous espérez réconfortante après une dure journée, cache elle aussi des secrets. Les brasseurs, dans leur quête de rentabilité ou de saveurs inédites, n'hésitez pas à y ajouter des ingrédients, pour le moins surprenants. De l'opium pour les effets soporifiques, du sulfate de fer pour la couleur, de la strychnine pour l'amertume, ou même des copeaux de bois pour la texture. C'est un élixir aux vertus insoupçonnées, une potion pour oublier le froid rampant, ou pour s'endormir pour de bon, car après tout, la mort n'est qu'un sommeil très profond. Chaque gorgée est un voyage, mais pas toujours vers des contrées heureuses. La viande, cette denrée si précieuse, était également sujette à des manipulations que même les plus grands chefs modernes auraient du mal à imaginer. Des colorants pour masquer sa décomposition avancée, des épices pour couvrir l'odeur de la putréfaction, et parfois, dans les cas les plus extrêmes, des morceaux de chair humaine, issus des cadavres des hospices ou des champs de bataille, passés pour du bœuf ou du porc aux plus naïfs. C'est un plat surprise, où la surprise n'est jamais bonne, et où la faim transformait le dégoût en une acceptation forcée. Après tout, un estomac vide ne fait pas la fine bouche, et l'on ne s'offusquait pas autant d'une viande bio que d'une viande nécrotique. Face à ces dangers omniprésents, à ces maux qui rongent le corps de l'intérieur et de l'extérieur, l'humanité se tourne parfois vers des pratiques qui, à nos yeux modernes, frisent l'absurde. La médecine de l'époque est un mélange détonnant de savoir empirique, de croyances ancestrales et de pure superstition. Vous voyez des médecins, ou plutôt des barbiers chirurgiens, pratiquant la saignée à tout va, convaincus que le sang, cette essence vitale,
était en fait un poison à évacuer. Une simple fièvre, une douleur articulaire, et voilà que l'on vous ouvre une veine, vous affaiblissant un peu plus, dans l'espoir illusoire de restaurer l'équilibre des humeurs. C'est une sorte de détox avant l'heure, mais sans les jus verts et les séances de yoga. Les potions, elles, rivalisent d'ingéniosité et de bizarrerie. Des concoctions à base de poudre de momie, importées d'Égypte à grands frais, censées conférer la force des pharaons, ou de cornes de licorne, souvent un simple narval savamment taillé, pour ses vertus purificatrices. L'urine de loup, les excréments d'animaux, les sangsues appliquées sur les zones malades, tout est bon pour chasser le mal. Les alchimistes, eux, cherchent la pierre philosophale, non seulement pour l'or, mais aussi pour élixir de longue vie, transformant leur laboratoire en fumoir toxique, où l'on respire des vapeurs de mercure et d'arsenic. Une quête de l'immortalité qui mène souvent à une mort prématurée et douloureuse. Les pratiques superstitieuses sont encore plus ancrées dans le quotidien, une sorte de bouclier psychologique contre l'incertitude et la brutalité du monde. Vous portez peut-être un amulette autour du cou, un petit sachet de plantes séchées, ou une dent d'animal, censé vous protéger du mauvais œil ou des maladies. On évite de passer sous une échelle, de briser un miroir, de croiser un chat noir, des augures bien plus terrifiants que l'absence de réseau mobile, ou une batterie de téléphone à plat. On croit aux sorcières, aux esprits maléfiques, aux malédictions qui peuvent frapper une famille entière, et l'on cherche des guérisseurs qui, par des rituels étranges et des incantations murmurées, promettent de restaurer la santé ou la chance. Les remèdes de bonne femme, transmis de génération en génération, sont souvent un mélange de bon sens et d'absurdité pure. Une tisane de telle herbe pour la toux, une cataplasme de boue et d'excréments pour les inflammations, une dent de loup pour soulager les douleurs des bébés. La poudre de sympathie de Sir Kenelm Digby, censée guérir les blessures à distance en étant appliquée sur l'arme qui les a causées, est un exemple frappant de cette foi aveugle dans des mécanismes que l'on ne comprend pas. C'est une époque où la science se fraye un chemin avec peine, et où l'espoir est souvent la seule véritable médecine, même si elle n'a pas encore inventé le placebo. Après tout, si l'on ne peut pas soigner le mal, on peut toujours tenter de le distraire. Le monde que vous habitez, ce monde de brume glaciale et de survie âpre, est aussi un théâtre où le danger rôde à chaque coin de rue, parfois visible, souvent insidieux. Au-delà des morsures du gel et de la faim lancinante, une autre menace plane, celle des accidents, de ces faux pas qui, en un instant, peuvent transformer une vie en une tragédie silencieuse. Vous imaginez les charpentes instables des chantiers, des échafaudages de fortune qui défient les lois de la gravité, avec une audace presque suicidaire, où un seul glissement sur une planche verglacée suffit à précipiter un homme vers une fin brutale, ses cris étouffés par le fracas du bois et de la pierre. C'est une danse macabre avec le vide, bien plus terrifiante que n'importe quelle chute simulée dans un parc d'attractions moderne. Pensez aux mineurs, ces ombres humaines, qui s'enfoncent toujours plus profondément dans les entrailles de la terre, là où l'air est lourd de poussière et de fatalité. Vous les imaginez, vous, courbés, le dos brisé, le pic s'abattant encore et encore sur la roche dure, tandis que le plafond parfois crie sa lassitude par un craquement sinistre. Une chute de pierre, une galerie qui s'effondre, et voilà qu'un corps est enseveli, écrasé, transformé en une partie intégrante de la mine, une offrande silencieuse aux ténèbres. Et puis, il y a les gaz, ces souffles invisibles et mortels, le grisou qui s'accumule, une respiration retenue qui explose à la moindre étincelle, emportant tout sur son passage dans un brasier infernal, laissant derrière lui une puanteur de soufre et de chair brûlée. C'est une mort rapide, certes, mais précédée d'une terreur que les films d'horreur les plus élaborés peinent à reproduire. Dans les fabriques naissantes, où le vacarme des machines résonne comme un tambour infernal, d'autres dangers vous guettent. Vous voyez ces engrenages géants, ces courroies qui tournent avec une force implacable, des mâchoires métalliques prêtes à broyer tout ce qui s'approche d'un peu trop près. Un vêtement qui se prend, une main qui glisse par fatigue ou inattention, et c'est un membre arraché, une vie mutilée en un instant, transformée à jamais par l'impitoyable logique de la production. Les brûlures ne sont pas rares non plus, l'eau bouillante des chaudières, les métaux incandescents qui sautillotent, échappent, laissant sur la peau des stigmates indélébiles, des souvenirs douloureux d'une rencontre trop intime avec la fureur du fer et du feu. C'est le prix du progrès, murmure-t-on, un prix payé en chair et en os, bien plus tangible que les points de fidélité d'un supermarché. Les docks, balayés par le vent glacial, sont un autre théâtre de l'absurdité du danger. Vous observez les dockers, ces hommes aux muscles saillants, mais au corps usé, qui manipulent des charges colossales, des barils, des caisses, des ballots, hissés par des grues de bois qui gémissent sous le poids, une corde qui cède, un mauvais mouvement, et des tonnes de marchandises écrasent, transformant un homme en une tache indistincte sur le pavé humide, sa vie éteignant sans un cri, noyé dans le bruit assourdissant de la catastrophe. Les chutes dans l'eau glacée du port sont monnaie courante, un plongeon dans l'oubli où le froid saisit les poumons avant même que le corps ne puisse lutter, une noyade silencieuse où le poids des vêtements mouillés est un fardeau bien plus lourd que n'importe quelle peine de cœur.
Et que dire des artisans, des teinturiers qui manipulent des produits chimiques sans la moindre protection, leurs mains et leurs vêtements imprégnés de substances corrosives, leurs poumons respirant des vapeurs toxiques qui rongent lentement l'intérieur. Les potiers, exposés à la poussière de silice, voient leurs poumons durcir, se transformer en pierre. Une lente suffocation qui les emporte bien avant l'heure. Les chapeliers, eux, sont victimes du mercure, ce métal lourd et fascinant qui, en les rendant fous, leur offre une ultime danse macabre avant de les conduire à l'anéantissement. C'est une ironie cruelle, n'est-ce pas, que ces métiers, si essentiels à la société, soient aussi les bourreaux silencieux de ceux qui les exercent. Une sorte de sacrifice quotidien que l'on ne commémore jamais sur les réseaux sociaux. Au-delà des dangers visibles, une menace plus insidieuse encore vous guette, celle qui se niche dans votre assiette, dans votre verre, dans le pain que vous tenez, si lourd et si froid. Le pain, ce pilier de l'alimentation, était souvent une toile de fond pour des expériences culinaires inattendues. Imaginez-vous croquant dans votre miche, et découvrant, au lieu de la mie moelleuse, une texture étrange, granuleuse. C'est peut-être de la craie, de la sueur de bois, de l'alun pour blanchir la pâte, ou même de la terre, ajoutée pour augmenter le poids et le volume, transformant ce qui devait être une source de vie en un lent poison. Un régime riche en fibres et en minéraux, disait-on avec un rire jaune, un apport nutritionnel que les diététiciens modernes auraient du mal à recommander. Le lait, ce breuvage si innocent en apparence, échappait pas non plus à la créativité des fraudeurs. Vous le voyez, ce liquide blanc, si prometteur, qui pourrait bien, être qu'une illusion diluée. De l'eau, bien sûr, mais aussi de la craie pour lui donner de la couleur, de la cervelle animale pour épaissir la texture, ou du plâtre de Paris pour simuler la richesse de la crème. Chaque gorgée est une loterie, une aventure gustative, où le goût de la vache se mêle à des saveurs bien plus minérales. C'est un peu comme commander un café latte et recevoir un mélange d'eau de vaisselle et de peinture blanche, mais sans l'option de se plaindre au service client. Votre bière, cette pinte que vous espérez réconfortante après une dure journée, cache elle aussi des secrets. Les brasseurs, dans leur quête de rentabilité ou de saveurs inédites, n'hésitez pas à y ajouter des ingrédients pour le moins surprenants. De l'opium pour les effets soporifiques, du sulfate de fer pour la couleur, de la strychnine pour l'amertume, ou même des copeaux de bois pour la texture. C'est un élixir aux vertus insoupçonnées, une potion pour oublier le froid rampant, ou pour s'endormir pour de bon. Car après tout, la mort n'est qu'un sommeil très profond. Chaque gorgée est un voyage, mais pas toujours vers des contrées heureuses. La viande, cette denrée si précieuse, était également sujette à des manipulations que même les plus grands chefs modernes auraient du mal à imaginer. Des colorants pour masquer sa décomposition avancée, des épices pour couvrir l'odeur de la putréfaction, et parfois, dans les cas les plus extrêmes, des morceaux de chair humaine, issus des cadavres des hospices ou des champs de bataille, passaient pour du bœuf ou du porc au plus naïf. C'est un plat surprise, où la surprise n'est jamais bonne, et où la faim transformait le dégoût en une acceptation forcée. Après tout, un estomac vide ne fait pas la fine bouche, et l'on ne s'offusquait pas autant d'une viande bio que d'une viande nécrotique. Face à ces dangers omniprésents, à ces maux qui rongent le corps de l'intérieur et de l'extérieur, l'humanité se tourne parfois vers des pratiques qui, à nos yeux modernes, frisent l'absurde. La médecine de l'époque est un mélange détonnant de savoir empirique, de croyances ancestrales et de pure superstition. Vous voyez des médecins, ou plutôt des barbiers chirurgiens, pratiquant la saignée à tout va, convaincus que le sang, cette essence vitale, était en fait un poison à évacuer. Une simple fièvre, une douleur articulaire, et voilà que l'on vous ouvre une veine, vous affaiblissant un peu plus, dans l'espoir illusoire de restaurer l'équilibre des humeurs. C'est une sorte de détox avant l'heure, mais sans les jus verts et les séances de yoga. Les potions, elles, rivalisent d'ingéniosité et de bizarrerie. Des concoctions à base de poudre de momie, importées d'Égypte à grands frais, censées conférer la force des pharaons, ou de cornes de licorne, souvent un simple narval savamment taillé, pour ses vertus purificatrices. L'urine de loup, les excréments d'animaux, les sangsues appliquées sur les zones malades, tout est bon pour chasser le mal. Les alchimistes, eux, cherchent la pierre philosophale, non seulement pour l'or, mais aussi pour élixir de longue vie, transformant leur laboratoire en fumoir toxique où l'on respire des vapeurs de mercure et d'arsenic, une quête de l'immortalité qui mène souvent à une mort prématurée et douloureuse. Les pratiques superstitieuses sont encore plus ancrées dans le quotidien, une sorte de bouclier psychologique contre l'incertitude et la brutalité du monde. Vous portez peut-être un amulette autour du cou, un petit sachet de plantes séchées ou une dent d'animal, censé vous protéger du mauvais œil ou des maladies. On évite de passer sous une échelle, de briser un miroir, de croiser un chat noir, des augures bien plus terrifiants que l'absence de réseau mobile ou une batterie de téléphone à plat. On croit aux sorcières, aux esprits maléfiques,
aux malédictions qui peuvent frapper une famille entière, et l'on cherche des guérisseurs qui, par des rituels étranges et des incantations murmurées, promettent de restaurer la santé ou la chance. Les remèdes de bonne femme, transmis de génération en génération, sont souvent un mélange de bon sens et d'absurdité pure. Une tisane de telle herbe pour la toux, une cataplasme de boue et d'excréments pour les inflammations, une dent de loup pour soulager les douleurs des bébés. La poudre de sympathie de Sir Kenelm Digby, censée guérir les blessures à distance en étant appliquée sur l'arme qui les a causées, est un exemple frappant de cette foi aveugle dans des mécanismes que l'on ne comprend pas. C'est une époque où la science se fraye un chemin avec peine, et où l'espoir est souvent la seule véritable médecine, même si elle n'a pas encore inventé le placebo. Après tout, si l'on ne peut pas soigner le mal, on peut toujours tenter de le distraire. Mais au-delà de ces mots visibles et de ces tentatives de guérison parfois désespérées, se cachent des ennemis invisibles, des fléaux qui déciment les populations avec une efficacité redoutable. Vous sentez cette petite toux qui s'installe, d'abord discrète, presque innocente, comme un simple frisson dans la gorge. C'est la phtisie, ou la tuberculose, qui commence son œuvre insidieuse. Une mélodie funèbre qui s'intensifie jour après jour, transformant votre souffle en une plainte rauque, un écho creux qui annonce une capitulation plus profonde, plus glaciale, bien avant que le corps ne s'y résigne. Vous vous sentez de plus en plus faible, une fatigue lancinante qui ne cède jamais, même après un sommeil agité. Les nuits sont trempées de sueur froide, vos draps, déjà humides et froids, deviennent des linceuls provisoires, et la fièvre danse une valse macabre sous votre peau, vous transformant en un brasier intérieur. Votre corps, autrefois robuste, commence à fondre, chaque jour un peu plus, comme une bougie consumée par une flamme invisible. C'est un régime minceur forcé, sans les bienfaits vantés par les magazines modernes, juste une lente et inexorable disparition. Vos poumons, autrefois fidèles, deviennent des éponges gorgées de souffrance, la toux se fait plus grasse, ramenant des expectorations teintées de sang, un spectacle aussi terrifiant que familier. L'odeur douceâtre de la maladie s'accroche à vous, imprègne vos vêtements, votre souffle, un parfum de décrépitude qui vous isole. Car chacun sait que cette maladie est un baiser de la mort, une fatalité inéluctable. C'est la nature qui réclame son dû, avec une patience glaçante, transformant la chair en matière cassante comme du verre, frisson après frisson. Puis, il y a le typhus, une fièvre des camps et des taudis, qui se propage comme une traînée de poudre dans les villes surpeuplées et insalubres. Un matin, vous vous réveillez avec une douleur lancinante dans la tête, une fatigue écrasante qui vous cloue au lit, comme si le gel avait déjà commencé son œuvre de pétrification. La fièvre monte en flèche, transformant votre esprit en un brouillard épais, peuplé de visions étranges, et de cauchemars éveillés. C'est une grippe qui a décidé de passer à la vitesse supérieure, mais sans le confort d'un lit douillet, ou la perspective d'un Doliprane. Votre corps se couvre d'une éruption cutanée, de petites taches rouges qui se transforment en une sorte de carte géographique de la souffrance. Une constellation de misère. Les muscles vous font mal, chaque mouvement est une protestation silencieuse de vos membres engourdis, et la soif est insatiable, une brûlure constante dans la gorge. Vous perdez la notion du temps, des jours, des nuits, tout se confond dans un tourbillon de délire et de léthargie, votre esprit luttant pour s'accrocher à la réalité, mais glissant inéluctablement vers l'abîme. La variole, elle, est une autre faucheuse silencieuse, une maladie dont le nom seul suffit à glacer le sang. Après une période d'incubation insidieuse, la fièvre vous saisit, suivie de maux de tête et de douleurs dorsales intenses, comme si chaque os de votre corps était en révolte. Puis, les premières éruptions apparaissent, de petites taches rouges qui se transforment rapidement en pustules gonflées, remplies d'un liquide épais et jaunâtre, couvrant votre corps d'une armure de souffrance. C'est une épreuve de patience, mais aussi une danse macabre avec la disfigurement. Chaque pustule vous démange atrocement, une torture constante qui vous pousse à vous gratter, à déchirer votre propre peau, laissant derrière elle des cicatrices profondes, des cratères de douleur qui marqueront votre visage et votre corps à jamais. L'odeur est âcre, écœurante, un mélange de chair en décomposition et de puces, et la peur de la contagion est palpable, transformant les survivants en parias, des visages marqués à vie, rappelant à tous la fureur de la maladie. C'est une beauté que les filtres Instagram n'auraient jamais pu corriger. Et puis, il y a les intoxications alimentaires, ces surprises culinaires inattendues qui transforment un repas en une descente aux enfers. Après avoir mangé ce qui semblait être un plat réconfortant, une douleur aiguë vous tord les entrailles, comme une main invisible, qui serre et dessert vos boyaux. La nausée monte, irrésistible, et votre corps se vide, d'abord par la bouche, puis par tout le reste, dans un torrent de vomissements et de diarrhée qui vous laisse exsangue, tremblant, vidé de toute force. C'est une détox forcée, mais sans le glamour des spas modernes. Ces épisodes, souvent répétés, vous affaiblissent considérablement, vous laissant vulnérable à d'autres maladies, transformant votre corps en un champ de bataille où chaque défense est tombée.
La faim lancinante, exacerbée par l'incapacité à garder quoi que ce soit, devient une torture supplémentaire, un rappel constant de la fragilité de la vie. C'est une loterie culinaire où le prix est souvent la mort, une manière brutale de découvrir les limites de votre système digestif, bien loin des préoccupations de savoir si votre plat est instagrammable. Face à l'ampleur de ces fléaux, les hôpitaux de l'époque sont des lieux de désespoir plus que de guérison. Vous vous trouvez peut-être poussé à franchir leurs portes, non pas par choix, mais par nécessité, votre corps ne pouvant plus lutter seul. L'odeur vous saisit dès le seuil. Un mélange entêtant de maladies, de sueur, de sang séché, de linge sale, et d'une tentative vaine de désinfection à la chaux. C'est le parfum de la souffrance, une symphonie olfactive, qui vous enveloppe dès que vous franchissez le seuil, bien différente des effluves aseptisés d'un établissement médical moderne. Vous êtes étendu sur une paillasse de paille, souvent partagée avec d'autres corps fiévreux et gémissants, la promiscuité étant la règle, l'intimité un luxe inconnu. Le froid, même à l'intérieur, s'insinue partout, les courants d'air s'engouffrent par les fenêtres mal calfeutrées, portant avec eux les plaintes des autres malades. Autour de vous, des corps tordus par la douleur, des visages marqués par la maladie, des yeux fixes qui regardent le plafond, ou l'abîme, avec une résignation terrifiante. C'est un peu comme une auberge bondée, mais sans l'option de commander un bon repas, ou de changer de chambre. Les murs sont gris, humides, souvent tachés, et le silence n'existe pas, brisé par les toux rauques, les râles, les gémissements, et parfois, un cri soudain qui messe, éteint aussi vite qu'il est apparu. La lumière du jour peine à percer les vitres sales, laissant l'endroit dans une pénombre perpétuelle, propice aux ombres et aux cauchemars. Chaque mouvement, chaque bruit, chaque odeur est un rappel lancinant de votre propre fragilité, de votre propre finitude. Les soins sont rudimentaires. Un médecin, souvent un barbier chirurgien, passe rapidement, son visage impassible, ses mains souvent sales, vous auscultant d'un geste rapide et brutal. Les saignées sont fréquentes, on vous ouvre une veine pour purger le mauvais sang, vous affaiblissant un peu plus, dans l'espoir illusoire de restaurer le haut équilibre des humeurs. Les potions amères, les purges violentes, les cataplasmes douteux, sont administrés avec une régularité désarmante, sans se soucier du confort ou de la dignité du patient. Vous voyez des amputations pratiquées à vif, le cri du patient résonnant dans la salle, étouffé par les draps que l'on lui mord, le sang-ci coulant sur le sol, un spectacle d'horreur qui se répète inlassablement. L'hygiène est un concept lointain, les mêmes instruments sont utilisés d'un patient à l'autre, les bandages sont changés rarement, et l'eau, si précieuse, est souvent insalubre. La mort est une compagne constante, elle plane sur chaque lit, chaque souffle, chaque conversation murmurée. Les guérisseurs, eux, opèrent en dehors de ces murs, dans l'intimité des foyers ou dans des échoppes sombres. Ils offrent un autre type d'espoir, fait de remèdes de bonne femme, de tisanes aux herbes cueillies à la lune, de cataplasmes à base de terre ou d'excréments, et de rituels étranges. Vous vous rappelez les histoires de ces femmes et de ces hommes qui, par la force de leurs convictions ou la puissance de leurs incantations, auraient chassé le mal. C'est une médecine de l'âme, là où celle du corps a échoué. Les sages-femmes, ces figures essentielles, sont les gardiennes de la vie à son aube, mais aussi les témoins silencieux de sa fragilité. Dans l'intimité sombre d'une chambre, elles assistent les femmes dans épreuve de l'enfantement, leurs mains expertes et parfois tremblantes, leur voix apaisante, tentant de guider le nouveau-né vers la lumière. Mais la mort rôde aussi dans ces moments de joie et de douleur, emportant mères et enfants, laissant derrière elle un vide abyssal, et une douleur inconsolable. C'est une danse entre la vie et la mort, où la victoire est souvent éphémère. Les cimetières, enfin, sont les témoins muets de cette mortalité omniprésente. Vous les voyez, ces champs de croix et de pierres tombales, étendant à la périphérie des villes, parfois même en leur cœur, débordant de corps. La terre est constamment remuée, les fosses sont rarement assez profondes, et l'odeur de la mort échappe, surtout après une pluie. C'est une réalité brutale, un rappel constant que chaque vie est un souffle éphémère, et que le véritable ennemi n'est pas toujours celui que l'on voit sur le champ de bataille, mais celui que l'on ressent au plus profond des eaux. Imaginez-vous, vous, ouvrant les yeux à l'aube blafarde dans ce qui vous sert de lit d'hôpital, une paillasse de paille rêche et froide. Le silence n'est jamais total, il est brisé par le râle profond d'un voisin de lit, par une toux sèche qui résonne comme un tambour dans la pénombre. L'air est lourd, épais, saturé d'odeurs de maladie, de sueur, d'urine, et d'une pointe de désinfectant rudimentaire qui ne fait qu'ajouter à étrangeté de l'ensemble. C'est un réveil loin des effluves de café ou de croissant, plutôt celui des fantômes. Le froid s'insinue partout, il vous mord les pieds à travers vos minces chaussettes, ou l'absence de celle-ci parcourt votre colonne vertébrale, transformant votre chair en matière cassante comme du verre. Vous tentez de bouger, mais chaque muscle proteste, engourdi, douloureux, comme si le gel avait déjà commencé son œuvre de pétrification.
La lumière du jour, quand elle daigne apparaître, filtre avec parcimonie à travers les carreaux sales et dépolis, dessinant des traînées de poussière dans l'air immobile. Une silhouette se penche sur vous, celle d'une sœur ou d'une aide, le visage fatigué mais les gestes rapides et impersonnels. Elle vous tend une écuellée de bouillie insipide, à peine tiède, qui sent le grain mouillé et l'eau croupie. Vous tentez d'avaler, mais votre gorge est sèche, douloureuse, et l'estomac se soulève à la moindre odeur. C'est un repas qui nourrit à peine, une simple tentative de maintenir la flamme vacillante de la vie. Les bruits de la salle s'intensifient. Des gémissements plus forts, des appels à l'aide étouffés. Le bruit métallique d'un bassin que l'on vide. Le manque de dignité est une constante ici, les corps sont exposés, les fonctions naturelles accomplies sans aucune intimité. Vous vous sentez nu, vulnérable, chaque parcelle de votre être mise à nu par la maladie et l'indifférence. Un cri soudain vous fait sursauter. Quelqu'un vient de succomber. Un autre lit se libère. Vous voyez les aides s'approcher, le visage fermé, et emporter le corps enveloppé d'un drap grossier. C'est une scène qui se répète avec une régularité désarmante, une danse macabre, qui ponctue la vie quotidienne de l'hôpital. La mort est une porte tournante, toujours ouverte, toujours accueillante. Le médecin fait sa ronde, une petite troupe de jeunes étudiants à ses trousses, observant avec une curiosité morbide. Il s'arrête devant vous, ses yeux scrutant votre visage pâle, votre corps émacié. Ses doigts froids vous palpent rapidement, ses questions sont brèves, techniques, sans une once de compassion. Il murmure quelques mots à ses assistants, des termes latins que vous ne comprenez pas, mais dont le ton grave ne présage rien de bon. Il ordonne une saignée. Une aide s'approche, un couteau ou une lancette à la main, un linge pour recueillir le sang. Vous sentez la piqûre, la chaleur du sang qui reste, écoule, et l'affaiblissement qui s'ensuit. C'est une sensation étrange, ce liquide vital qui quitte votre corps, censé vous guérir, mais qui vous vide de vos dernières forces. C'est une sorte de vidange corporelle, bien plus radicale qu'une purge moderne. Les heures étirent, lentes et monotones. La douleur est une compagne constante, elle pulse dans vos membres, serre votre poitrine, vrille votre tête. Vous essayez de dormir, de fuir cette réalité, mais les heures étirent, lentes et monotones. La douleur est une compagne constante, elle pulse dans vos membres, serre votre poitrine, vrille votre tête. Vous essayez de dormir, de fuir cette réalité, mais les murmures du monde extérieur, les bruits de la vie qui persistent malgré tout, vous rappellent à l'ordre. Vous n'êtes pas seul dans cette existence âpre, autour de vous, une tapisserie complexe de croyances populaires et de superstitions tisse la trame du quotidien, offrant un semblant de sens, ou du moins une explication aux caprices d'un destin souvent cruel. Ces récits murmurés, ces gestes rituels, sont comme des bouées de sauvetage jetées dans l'océan d'incertitude, des tentatives désespérées de dompter l'inconnu. Bien plus omniprésentes que les notifications incessantes de nos écrans modernes qui prétendent tout savoir. Ici la vérité est souvent celle que l'on choisit de croire, une vérité modelée par la peur et l'espoir. Au marché, là où la vie grouille malgré le froid, vous observez ces interactions teintées de précautions invisibles. Une femme évite de passer sous une échelle posée à la hâte contre un étal, ses yeux lançant un regard furtif vers le bois, comme si l'absence d'une échelle était un signe de fortune pour la journée. Un marchand, après avoir conclu une vente, jette une pincée de sel par-dessus son épaule, un geste ancien, pour conjurer le mauvais œil, pour s'assurer que l'argent gagné ne s'envole pas aussi vite qu'il est venu. Vous remarquez que personne ne paye jamais directement dans la main d'un boulanger, de peur que la chance de son pain ne se dissipe. Une superstition aussi tenace que l'odeur de levain et de suie qui imprègne l'air. C'est une danse subtile de rituels non dits, où chaque transaction est aussi une tentative de négocier avec les forces invisibles. Près de la fontaine gelée, un charlatan au verbe haut attire une petite foule, brandissant fièrement une fiole d'un liquide verdâtre, promettant de guérir toutes les fièvres, de chasser les esprits maléfiques, et même de restaurer la jeunesse perdue. Il parle de laine, élixir de vie, un mélange secret de plantes cueillies sous une lune rousse, et de bave de crapauds bénis, affirmant que les médecins des hospices ne sont que des bouchers. Les visages autour de vous, marqués par la misère et l'espoir, boivent ces paroles, une lueur fragile dans leurs yeux cernés, prêts à dépenser leur maigre denier pour cette promesse éphémère de soulagement, bien plus séduisante que les ordonnances incompréhensibles des docteurs. C'est une médecine de l'aile, âme, une pilule de sucre pour l'esprit, où la foi est l'ingrédient actif principal, et l'effet secondaire le plus courant, un portefeuille allégé. Dans l'ambiance enfumée de la taverne, où l'odeur du vin aigre se mêle à celle de la sueur mouillée, les langues se délient, et les rumeurs courent, plus rapides et plus contagieuses que n'importe quelle épidémie. On murmure l'histoire d'une femme du village voisin, accusée de jeter des sorts en regardant les vaches, provoquant la maladie du bétail. Un homme, le visage rougi par l'alcool, sort un vieux pamphlet froissé de sa poche, un texte de 1842 imprimé à la hâte sur du papier grossier, qui avertissait des dangers du mal des ardeurs,
transmis par le regard des étrangers, conseillant de porter une pièce de cuivre sur soi pour conjurer le sort. Les têtes se penchent, les yeux lisent avec une ferveur inquiétante, car dans ce monde incertain, chaque mot imprimé, même absurde, peut détenir une parcelle de vérité, un guide pour naviguer les périls invisibles. Puis vient le jour de la fête patronale, un bref répit dans la monotonie glaciale de l'existence. Les cloches de l'aile, église tintent joyeusement, un son clair qui perce la brume matinale, invitant la communauté à se rassembler sur la place. Vous observez la procession, les visages des villageois, habituellement sombres, éclairés par une lumière éphémère de dévotion, les chants religieux élevant dans l'air froid, se mêlant aux vapeurs d'encens et à l'odeur plus terre-à-terre des corps entassés. Les vêtements, souvent les meilleurs qu'on possède, sont sortis pour l'occasion, rapiécés mais propres. Un effort de dignité dans un monde où la crasse est une seconde peau. C'est une explosion de ferveur, une tentative collective de courtiser la bienveillance divine, une sorte de reboot spirituel, espérant que les prières sincères puissent conjurer la prochaine mauvaise récolte, ou la fièvre rampante. Un mariage, même dans ces temps rigoureux, est une célébration, teintée de rituels destinés à assurer la fertilité et la protection du nouveau foyer. Vous assistez à l'union dans l'aile, église froide, l'odeur de cire et de vieux bois emplissant l'air, la mariée vêtue d'une robe simple, souvent de couleur foncée pour pouvoir être réutilisée, mais ornée de rubans et de fleurs, séchées. À la sortie, une pluie de grains de blé ou de riz est lancée sur les jeunes époux, un geste ancestral pour invoquer l'abondance et une progéniture nombreuse, espérant que la vie sera plus généreuse avec eux qu'elle ne l'a été pour tant d'autres. Les convives, serrés les uns contre les autres, tentent de chanter et de rire. Malgré la rareté du vin et la simplicité du repas, chaque toast étant un vœu silencieux contre le froid, la faim et la mort, qui rôdent toujours. Mais la vie, ici, est aussi une danse constante avec la mort, et les funérailles sont monnaie courante, des rituels sombres qui ponctuent l'existence collective. Vous assistez à une veillée funèbre, le corps du défunt étendu sur une table, drapé d'un linceul grossier, les bougies vacillantes projetant des ombres dansantes sur les visages endeuillés. L'odeur de la mort est là, âcre, irréductible, masquée en vain par quelques herbes aromatiques et l'encens. Les conversations sont murmurées, des prières monotones se mêlent aux sanglots étouffés, et l'on s'assure que le corps est bien transporté les pieds en avant, pour éviter que l'esprit ne retrouve son chemin vers la maison. Un tabou aussi ancré que la terre froide qui attend la dépouille. C'est un adieu rapide, brutal, car le temps et les ressources sont trop précieux pour s'attarder trop longtemps sur le chagrin. Chaque jour est émaillé de petites superstitions, de ces croyances qui tentent de donner un sens à l'aléatoire. Si un corbeau croise 3 fois au-dessus de votre toit, c'est un signe de malheur imminent, peut-être la maladie ou une récolte gâtée. Si votre oreille droite siffle, c'est que quelqu'un parle de vous en bien, la gauche, en mal. Les femmes enceintes évitent de regarder les estropiés, de peur que leur enfant ne porte les mêmes marques. On accroche des fers à cheval au-dessus des portes pour conjurer le mauvais sort, des gousses d'ail pour éloigner les démons, et l'on ne jette jamais de pain à la poubelle, car c'est un péché qui attire la famine. C'est un manuel de survie non écrit, une série de règles intangibles, bien plus complexes que n'importe quelle application de bien-être moderne, mais tout aussi contraignante. Dans les campagnes reculées, des coutumes encore plus étranges persistent, des vestiges d'un passé lointain, où la frontière entre l'homme et la nature est ténue. On murmure que les nuits de pleine lune, certains villageois se frottent les articulations avec la graisse d'ours pour soulager les rhumatismes, ou qu'ils suspendent des dents de loup au cou de leurs enfants pour les protéger de la fièvre. Un folleto de 1842, découvert par un érudit local, décrivait même un rituel pour retrouver un objet perdu en jetant un chat noir dans un puits un vendredi 13, une pratique absurde et cruelle qui témoigne de la profondeur du désespoir. C'est un mélange déroutant de pragmatisme brutal et de fantaisie noire, où la survie justifie les moyens les plus inattendus, une sorte de hack ancestral, pour tenter de déjouer les pièges d'un monde impitoyable. Ainsi, dans cette immensité glacée où chaque frisson est une leçon de survie, ces tabous, ces rituels, ces croyances ne sont pas de simples fantaisies. Ils sont le tissu même de la vie sociale. Des tentatives désespérées, parfois absurdes, mais toujours humaines, de trouver un sens, une protection, une raison d'espérer face à l'inéluctable. Ils offrent une structure, un cadre, une illusion de contrôle dans un monde où tout semble échapper à la prise. C'est le prix de la cohésion, une sorte de contrat social invisible, gravé non pas sur du papier, mais dans le cœur et l'esprit de chacun. Une mélodie silencieuse qui accompagne chaque pas, chaque souffle, chaque tentative de vivre un jour de plus, dans cette réalité crue et implacable. Pourtant, même dans cette danse macabre avec l'inconnu, où la survie tenait à un fil ténu et le froid transformait la chair en verre, une lente et silencieuse transformation commençait à germer, imperceptible d'abord, mais inéluctable. Ce N était pas un changement soudain, comme l'aube chassant la nuit d'un coup de pinceau éclatant, mais plutôt un lent dégel,
une prise de conscience progressive que la brutalité du quotidien n'était pas une fatalité divine, mais une construction humaine, susceptible d'être remodelée. Vous commencez à sentir, au-delà de la brume glaciale, le souffle hésitant d'une nouvelle ère, où la compassion, ou du moins une forme de pragmatisme éclairé, allait semer les graines de réformes qui, sans le savoir, allaient transformer votre monde et le nôtre. C'est l'histoire de la résilience non pas seulement individuelle, mais collective, qui prend forme, comme un murmure persistant dans le vent. Alors, lentement, des voix élevèrent, des esprits éclairés, des hommes et des femmes, qui, lassés de voir leurs semblables succomber à la crasse et à la maladie, commencèrent à exiger des changements, à proposer des lois, à rêver d'un monde où l'air serait moins lourd de miasmes et l'eau moins porteuse de mort. Les premières lois sur l'hygiène publique virent le jour, des décrets timides sur l'assainissement des villes, la gestion des déchets, la potabilité de l'eau. Imaginez ce défi colossal. Convaincre des générations habituées à jeter leurs ordures par la fenêtre que la propreté n'était pas un luxe, mais une nécessité vitale. Était une bataille contre des siècles d'habitude, une croisade contre l'invisible, bien plus complexe que de simplement changer un filtre à eau. Si aujourd'hui vous buvez de l'eau claire sans y penser, sans craindre la fièvre typhoïde à chaque gorgée, vous le devez à ces pionniers. Le pain, ce pilier de l'alimentation, si souvent falsifié, devint également la cible de nouvelles réglementations. Les pratiques d'ajout de craie, de sueur de bois, d'alun ou même de terre pour augmenter le poids et le volume, furent peu à peu dénoncées et sanctionnées. Des inspections, d'abord rares et moquées, se mirent en place, des boulangers furent mis à l'amende, des scandales éclatèrent, forçant l'industrie à se purifier, littéralement. Le lait, la bière, la viande, toutes ces denrées si essentielles à la survie, furent progressivement encadrées par des lois visant à garantir un minimum de qualité, et surtout, d'innocuité. Si aujourd'hui vous croquez dans une baguette croustillante sans crainte, si votre café au lait est juste du lait, et votre bière une bière, c'est grâce à ces batailles silencieuses contre la tricherie et l'empoisonnement lent. Les conditions de travail, ces horreurs quotidiennes des mines, des ateliers et des fabriques, furent également soumises à un examen critique. Les récits de jeunes ramoneurs coincés dans les cheminées, d'ouvriers mutilés par les machines, d'enfants travaillant jusqu'à épuisement dans l'obscurité, commencèrent à émouvoir les consciences, même les plus endurcies. Les premières lois sur le travail des enfants, la limitation des heures de travail, l'introduction de mesures de sécurité minimales, firent leur apparition, arrachées de haute lutte aux industriels. Était un combat pour la dignité humaine, une reconnaissance que le profit ne pouvait pas tout justifier. Si aujourd'hui vous bénéficiez d'un week-end, si votre lieu de travail est soumis à des normes de sécurité, vous marchez sur les traces de ceux qui ont payé le prix fort pour ces droits. La médecine, elle aussi, entama sa lente mutation, passant de l'empirisme brutal à une approche plus scientifique. La saignée, les potions à base de momies ou de cornes de licorne, les cataplasmes d'excréments, furent progressivement remplacés par des méthodes plus rationnelles. L'hygiène dans les hôpitaux fut reconnue comme essentielle, les instruments stérilisés, les mains lavées, les lits propres, des idées révolutionnaires, qui réduisirent drastiquement la mortalité. L'anesthésie et les antiseptiques transformèrent la chirurgie, faisant des opérations non plus des condamnations à mort ou à la mutilation, mais des chances de guérison. Si aujourd'hui vous vous rendez à l'hôpital avec l'espoir de guérir, si vous ne craignez pas de finir sur une paillasse sale, c'est l'héritage de cette révolution médicale, un lent cheminement vers la compassion et l'efficacité. Ce monde de brume glaciale et de survie âpre, n'a pas disparu sans laisser de traces. Il a forgé notre présent pierre après pierre, réforme après réforme. Les luttes pour la salubrité, pour l'intégrité des aliments, pour la dignité du travailleur, pour l'efficacité de la médecine, sont les fondations invisibles sur lesquelles nos sociétés modernes se sont construites. Chaque fois que vous respirez un air pur, que vous buvez une eau saine, que vous mangez sans crainte, que vous travaillez dans des conditions décentes, ou que vous vous soignez avec confiance, vous honorez, sans le savoir, la mémoire de ceux qui ont vécu et souffert dans ce passé si proche. C'est un héritage social, culturel et symbolique, une mélodie silencieuse de gratitude qui nous relie à ces existences, nous rappelant que le confort que nous tenons pour acquis est le fruit amer de leur sacrifice et de leur résilience. Ainsi, la prochaine fois que le froid vous mordra légèrement, ou qu'une simple toux vous saisira, prenez un instant pour ressentir le poids de cette histoire, non pas comme un fardeau, mais comme un rappel doux et poétique de tout ce qui a été accompli. Laissez cette pensée s'insinuer en vous, une brise légère portant les murmures du passé, les rires et les pleurs, les innovations et les luttes. Le monde d'aujourd'hui, avec ses lumières vives et ses promesses de confort, est un héritage précieux, un jardin cultivé sur un sol âpre, où chaque fleur éclose est un hommage à la persévérance. Et alors, votre esprit, libéré du poids de l'histoire, pourra se poser en douceur,
bercé par la conscience tranquille d'un repos bien mérité, enveloppé dans la douce chaleur d'un présent gagné de haute lutte.